écoutez, je suis on ne peut plus reconnaissant au Musée de la Civilisation de m'accueillir en ses murs et à Francine Saillant, donc directrice du Célat, d'avoir rendu possible l'événement. Je voudrais également remercier mes collègues Éric Bédard et Guy Laforêt d'avoir accepté l'invitation de débattre certaines idées contenues dans mon livre, et vous d'être présents ce soir. La question que j'aborde, quelle histoire pour l'avenir du Québec, est surprenante à première vue. Elle s'enracine dans l'idée voulant qu'en racontant le passé de telle ou telle manière, il naisse des possibilités plus ou moins grandes pour le présent et pour l'avenir. En fait, on sait tous, depuis que George Orwell l'a mis en formule, que celui qui contrôle l'histoire et la mémoire conditionne les consciences au présent et préfigure les visions d'avenir. Les façons que l'on a de se souvenir et de se représenter le passé influencent en effet lourdement nos façons d'interpréter l'actualité et d'envisager l'avenir. Vous le savez, on ne compte plus les litiges et les conflits qui, joués au présent, ont pour prétexte ou justification un passé qui ne veut pas passer. Rappelons la phrase célèbre du littéraire William Faulkner, « The past is not dead, it's not even past ». Au Québec, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens, historiens ou autres, qui, en se tournant vers le passé, ont le présent et l'avenir en tête. On ne peut le nier, depuis une quinzaine d'années, le passé est au cœur d'un débat, pour ne pas dire d'un combat, qui met aux prises différents groupes cherchant à s'arroger une position dominante dans la représentation de ce qu'a été l'expérience historique québécoise. Avant d'aller plus loin, il me faut faire un certain nombre de précisions. D'abord, que la représentation du passé fasse l'objet de querelles au Québec n'est pas un phénomène nouveau. Il en a toujours été ainsi depuis le moment où François-Xavier Garneau s'est donné pour tâche de produire une première histoire collective. Par ailleurs, il n'y a pas qu'au Québec que le passé soit au centre de guerres d'histoire. La même chose se produit sur toute la planète, depuis l'Australie jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Autre point. Dans le débat québécois, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Des gens qui, par l'histoire qu'ils proposent du passé québécois, sont pour la cause du Québec et d'autres qui sont vendus à la cause de l'étranger. En fait, ceux qui mettent en avant une représentation X du passé québécois ne sont pas meilleurs ou pires que ceux qui favorisent une représentation Y. Sauf exception, nous sommes en présence de gens de bonne foi qui, au-delà de leurs divergences interprétatives, ont à cœur de proposer une réponse à la question suivante. Quelle histoire la plus juste pour rendre compte de l'expérience québécoise dans le temps? Alors, je ne reviendrai pas sur les histoires qui, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu des années 1990, ont été proposées aux Québécois pour se donner une représentation de leur genèse et de leur expérience collective. Dans un livre qu'il a publié avec Julien Goyette, Éric Bédard a fait une sélection très judicieuse de textes qui ont les divers régimes historiaux qui se sont succédés au Québec depuis Garneau jusqu'à nos jours. J'insisterai plutôt sur le fait qu'un certain nombre d'historiens ont proposé, vers le milieu des années 1990, que des éléments du régime historial prédominant au Québec soient modifiés ou actualisés. Pour eux, pour ces historiens, l'histoire du Québec telle qu'elle était diffusée au grand public, telle qu'elle était enseignée aux jeunes, telle qu'elle était connue de la population et telle qu'elle constituait une partie de notre référence collective, cette histoire, dis-je, devait être révisée avec plus ou moins d'ampleur. Pour ces historiens, le récit de la genèse de la société québécoise devait être complexifié et universalisé. À leurs yeux, le récit existant restait trop focalisé sur la condition de la majorité francophone. De même, il était trop québéco-centré, c'est-à-dire que l'histoire du Québec, au lieu d'être mise en rapport avec ce qui se passait dans le monde, avait trop tendance à être décrite en vase clos. Enfin, toujours d'après ces historiens, le récit existant insistait beaucoup trop sur les spécificités de l'expérience québécoise dans le temps, alors même que cette expérience historique était empreinte d'éléments d'universalité. D'après ces historiens, le récit de la genèse de la société québécoise devait être mis au parfum de la recherche récente.
Il devait être refaçonné de manière à ce que le Québec, société moderne dans ses évolutions et nation plurielle dans sa composition, se reconnaisse dans le temps comme une société moderne et une nation plurielle. Pour ma part, les aménagements proposés au récit de la genèse de la société québécoise ne m'ont jamais paru révolutionnaires, ni même radicaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un Jacques Lacourcière les a endossés. Pourquoi aussi un Gérard Bouchard les a poussés plus loin? Pourquoi, enfin, après plus de 10 ans de discussion, le ministère de l'Éducation les a institués dans le nouveau programme Histoire et Éducation à la citoyenneté? Mais bon, aux yeux de certains historiens ou non-historiens, ces aménagements étaient inquiétants, et ce, pour deux raisons principales. D'abord, les aménagements en question risquaient de secondariser les francophones dans l'histoire du Québec, leur histoire, notre histoire, ce qui était inacceptable sur le plan sociologique et dangereux sur le plan politique. Ensuite, en insistant sur les caractéristiques universelles de l'expérience québécoise, les aménagements proposés mettaient apparemment en péril la représentation du Québec comme société ou nation particulière, distincte des autres non seulement par sa langue et sa culture, mais aussi par son historicité, terme très difficile à définir, parlons d'essence, si vous voulez. Dans les deux cas, il y avait le risque d'une déstructuration de la référence collective, celle du « nous autres, les Franco-Québécois », nation spécifique dans l'histoire et au présent, et son remplacement par une autre référence collective, « nous les Québécois, société et nation moderne et plurielle ». Entre vous et moi, je pense que les inquiétudes manifestées par les opposants aux aménagements étaient surfaites. Je reviens là. Où était la population dans ce débat? Je dirais qu'elle était très largement absente ou indifférente. Pour la majorité des Québécois, je parle ici des francophones d'héritage canadien-français, la question « Quelle histoire du Québec ?» est en effet sans intérêt. C'est qu'ils ont déjà la réponse. L'histoire du Québec est celle d'un peuple meurtri, qui n'a pas pu ou su se réaliser comme il aurait pu ou dû le faire, à cause de l'autre, bien sûr. Les Québécois croient-ils à ce récit de leur expérience historique? Honnêtement, je ne le sais pas. C'est toutefois autour de cette trame que la très grande majorité d'entre eux enroulent leur narration si on leur demande de raconter l'histoire du Québec comme ils la connaissent. Les Québécois, je parle toujours des francophones d'héritage canadien-français ici, sont-ils inspirés ou informés par ce récit dans la vision qu'ils ont de leur collectivité d'appartenance et dans leur choix politique? Je pense que chez la grande majorité d'entre eux, la variable du peuple empêché d'être, est importante dans leur équation identitaire. Or, c'est ici que le bas blessait, et blesse toujours du reste, pour ceux que les aménagements du grand récit collectif inquiétaient. Leur crainte vient en effet de ce que toute réforme ou réformette du grand récit collectif risque, à leurs yeux, de modifier l'équation identitaire d'un peuple ou d'une nation. Or, je ne vous l'apprendrai pas, modifier l'équation identitaire d'un peuple ou d'une nation est quelque chose de grave. C'est l'existence même de ce peuple ou de cette nation, y compris la possibilité de cette disparition, terme consacré dans l'imaginaire québécois, qui est mise en jeu. J'ai dit tantôt que les inquiétudes manifestées par les opposants aux aménagements du grand récit collectif des Québécois étaient surfaites. Je m'explique. Sincèrement, je ne crois pas qu'aucun des historiens ayant plaidé pour un tel réaménagement ait voulu miner l'existence de la société québécoise. C'est le contraire qui est vrai. Pour les membres du rapport Lacourcière, du comité Lacourcière, il s'agissait tout simplement de faire une plus grande part à l'intérieur du grand récit québécois aux minorités anglophones et allophones, de même qu'aux autochtones. Le comité Lacourcière n'a jamais plaidé pour la dénationalisation de l'histoire du Québec. En fait, la question de la trame du grand récit collectif n'a pas été vraiment abordée par le comité. Les auteurs du programme Histoire et Éducation à la citoyenneté, de mon point de vue, n'ont pas davantage cherché à dénationaliser l'expérience historique québécoise. Certes, leur représentation de cette expérience a été guidée aussi par des objectifs politiques, ce qu'on leur a d'ailleurs reproché.
Mais par objectif politique, il faut entendre ici quelque chose de minimaliste, quelque chose qu'on pourrait formuler ainsi: favoriser la cohésion sociale sur l'antagonisme social. On ne peut pas parler d'un gros programme politique partisan. Par ailleurs, favoriser la cohésion sociale sur l'antagonisme social n'exige absolument pas que l'on mette sous le tapis les conflits qui ont marqué l'histoire d'une société. Et contrairement à ce qu'on a dit, ces conflits n'ont pas été cachés dans le programme maudit, qui, soit dit en passant, présente une histoire du Québec assez semblable à celle qui existait auparavant. Venons-en au cas de Gérard Bouchard. Laissez entendre que ce dernier, par ses prises de position sur le grand récit collectif québécois, a voulu dénationaliser l'expérience historique du Québec est rien de moins que ridicule. Les propositions de Bouchard se situent plutôt en aval et en amont du rapport Lacourcière et du programme Histoire et Éducation à la citoyenneté. En fait, les propositions de Bouchard vont même plus loin. Ces propositions, que ce soit celles qu'il a faites dans son ouvrage « La nation au futur et au passé » ou celles qu'il a formulées avec Charles Taylor dans le rapport qu'ils ont co-signé, s'inscrivent dans un effort conscient, explicite d'actualisation du grand récit collectif en vue de rouvrir l'imaginaire québécois de manière à ce qu'il intègre un maximum de Québécois. Chez Taylor, on peut penser que le but recherché était et reste toujours celui de la cohésion sociale, soit la capacité des gens d'aménager leur rapport dans un cadre harmonieux plutôt que belliqueux. Guy Laforêt me corrigera si je m'égare ici. Gérard Bouchard a toujours, à mon avis, des visées plus exigeantes, dont il ne se cache pas d'ailleurs. Il s'agit, par la recréation de l'imaginaire collectif grâce à l'histoire, de favoriser l'avènement de la souveraineté du Québec. Sa logique argumentaire est implacable. Si on ne réussit pas à intégrer tous les Québécois dans une genèse nationale commune, faire la souveraineté du Québec sera fort difficile. Si la souveraineté du Québec n'advient pas, l'avenir de la nation québécoise est en péril. Il en découle que de ne pas actualiser le grand récit collectif québécois, c'est faire menace à l'existence de notre nation. Personnellement, cet argumentaire ne me convainc pas. Mais ce n'est pas parce qu'il est inacceptable ou déraisonnable. C'est maintenant, si vous permettez, que je vais entrer dans le débat sur ce que pourrait être le grand récit collectif des Québécois, de mon point de vue, bien sûr. J'énonce mes postulats. Mon travail d'historien n'est pas habité par la crainte que le Québec disparaisse. Il n'est pas non plus inféodé, ce travail, à la nécessité, je souligne, à la nécessité de la souveraineté. Cela ne veut pas dire, comme on l'a prétendu, que je sois jovialiste ou anti-souverainiste. Je ne crois pas qu'il soit possible, en tout cas lorsqu'on fait œuvre de synthèse historique, de délier son travail de préoccupations politiques. Pour moi, ce lien doit être cependant le plus menu possible. Dans sa narration du passé, l'historien doit non pas favoriser l'avènement d'un avenir, mais viser à ce que l'avenir reste ouvert. Il y a ici, notez-le, une différence majeure. De même, l'historien ne doit pas chercher à créer du consensus à tout prix. Il lui faut seulement rappeler, quand les faits soutiennent son dire, bien sûr, que les antagonismes n'ont pas emporté la société dans leur ordre ou dans leur désordre. Dit autrement, il ne s'agit pas pour l'historien de cacher les conflits, mais de ne pas les nourrir démesurément par sa narration, non plus que de tout ramener à leur seule réalité. Je continue d'énoncer mes postulats. Le passé est un matériau extrêmement complexe. La complexité du passé fait qu'il est possible de le raconter ou de l'interpréter de différentes manières. Si toutes les manières de raconter ou d'interpréter le passé ne sont pas acceptables, certaines parce qu'elles ne sont pas convaincantes, d'autres parce qu'elles sont carrément fausses, il est néanmoins plusieurs récits possibles et valides de ce qui a été. La complexité du passé crée la liberté de l'historien et lui procure un espace de réflexion
où il peut exercer sa faculté d'intelligence et sa raison interprétative. C'est ensuite que les choses deviennent délicates. Sous l'égide de quel principe l'historien peut-il occuper l'espace de réflexion qui lui est offert par la complexité du passé? L'un de ces principes ne pose pas de problème. C'est celui de la rigueur. On s'entend tous là-dessus. En faisant état de ce qui fut, l'historien doit être extraordinairement attentif aux faits bruts du passé. Le deuxième principe est plus épineux, au point d'être périlleux. En racontant le passé, l'historien doit également se faire responsable, c'est-à-dire qu'il doit intégrer dans le fond et la forme de son interprétation une conscience d'avenir. Dans mon esprit, la narration de ce qui fut ne peut délivrer l'historien du souci de la suite du monde. Je parle de l'historien, mais je pourrais parler de tout narrateur, de tout interprétant ici. Maintenant, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas et ne pense pas. Je suis contre l'instrumentalisation de l'histoire à des fins partisanes, voire à des fins trop orientées, même pour une cause noble ou admissible. Ainsi, je ne peux suivre Gérard Bouchard et Charles Taylor dans leur démarche d'ouvrir l'avenir du Québec en présentant l'histoire de cette société comme un récit de solidarité nationale devant l'adversité. Attention, je ne dis pas que ce récit soit sans fondement. La solidarité est une valeur présente au sein de l'expérience québécoise dans le temps. Mais elle ne forme pas l'arbre articulant l'histoire québécoise. Pour donner à la solidarité cette importance, il faudrait négliger d'autres facettes centrales de l'expérience historique québécoise. Certes, ramener l'histoire du Québec à une expérience de solidarité nationale contre l'adversité comporte des avantages indéniables pour créer de la cohésion sociale au présent, ce qui est certainement louable du point de vue politique. Mais du point de vue historique, un tel récit n'est pas assez composite pour rendre compte de la complexité de l'expérience historique québécoise. Il n'englobe pas assez, ne révèle pas assez de ce que fut cette expérience. Or, on ne peut ouvrir l'avenir en négligeant trop le passé. Pas plus d'ailleurs qu'on peut y parvenir en l'abusant, ce passé. Comment dès lors concilier le passé du Québec sans négliger ou abuser ce qui fut avec l'avenir de cette société? Pour ceux qui inscrivent leur vision des choses dans le paradigme nationaliste, il n'y a qu'une histoire possible de ce qui a fait le Québec d'hier à aujourd'hui. C'est celle d'un peuple en lutte pour sa survivance, sa reconnaissance et son affirmation nationale. Je tiens à être parfaitement clair là-dessus, il s'agit d'une histoire possible de l'expérience historique québécoise. Je suis toutefois d'accord avec ceux qui disent que cette histoire n'est pas celle de la société québécoise dans son ensemble, mais à l'intérieur de cette société, celle de sa culture majoritaire, voire à l'intérieur de cette culture majoritaire, celle d'une mouvance et d'un mouvement politique qui a fait du projet d'affirmation nationale son cheval de bataille. Or, pareille histoire souffre bien sûr d'un déficit d'intégration de tous ceux qui font aussi la société québécoise depuis longtemps, mais qui n'appartiennent pas à son groupe majoritaire. Pareille histoire pâtit également de ce qu'elle réduit l'histoire de ce groupe majoritaire, les francophones, à une dimension seulement de sa complexité constitutive et donc de son histoire, y compris sur le plan de ses expressions politiques et de ses représentations identitaires. On ne peut conclure qu'une chose. Sur le plan de son adéquation au fait tout autant que de sa capacité à créer du sens commun ou partagé, le récit nationaliste de l'histoire québécoise est limité et limitatif. Il faut envisager une meilleure voie narrative. Non par revanche interprétative, mais tout simplement parce qu'à mon avis, il est du ressort de l'historien de continuellement chercher une ou des voies narratives porteuses d'avenir pour raconter le passé, voie empreinte tout à la fois de rigueur et de pertinence. Or, quelle voie narrative qui respecte le passé et ouvre l'avenir entre rigueur et pertinence? Ne vous attendez pas à ce que je fasse dans les minutes qui me restent, que je vous fasse part d'une vision détaillée de l'histoire du Québec. Je ne le fais pas davantage dans l'ouvrage, soit dit en passant. Je vais tout simplement exposer ce qui pourrait être le fil conducteur d'un récit du passé qui soit porteur d'avenir.
Ce récit, d'abord, ne cacherait pas les conflits qui ont marqué l'histoire du Québec. Faire œuvre d'histoire à l'eau de rose est une démarche qui ne mène nulle part. L'histoire du Québec est celle de groupes qui n'ont jamais cessé d'agir dans la poursuite de leurs intérêts particuliers, s'associant ou s'escrimant selon les circonstances, les conjonctures et les projets convoités. Cela doit être dit et assumé. La chose est d'autant plus possible, voire facile, oserais-je dire, que la situation politique et sociale qui prévaut au Québec maintenant, cette situation n'interdit pas que soit révélé tout ce qui a fait le passé du Québec. À l'encontre d'autres sociétés, la société québécoise peut faire face à son passé, à tout son passé, avec sérénité. Un récit du passé qui soit porteur d'avenir ne cacherait pas non plus que la société québécoise est animée depuis un bon moment d'une intention nationale. Cela dit, il faut voir comment cette intention nationale a été pensée et portée par les habitants du Québec. Chose certaine, il n'y a jamais eu consensus sur la forme politique à donner à cette intention. Affirmation culturelle, institution d'une société distincte, souveraineté, partenariat, indépendance, les termes ont varié dans le temps, selon les époques, mais de manière générale, on jongle toujours et depuis longtemps avec ces idées, y compris aujourd'hui. L'intention nationale qui a traversé l'histoire du Québec ne serait donc pas minimifiée. Celle de la domination qu'ont connue les francophones non plus. Cela dit, il faut éviter d'enfermer la réalité historique dans des carcans théoriques trop imposants ou trop puissants. En usant, pour rendre compte de l'expérience historique québécoise, de concepts comme ceux de domination nationale, d'oppression nationale ou d'aliénation nationale, on s'avance sur du glissant. On simplifie tout. On emballe les situations et les acteurs dans des dichotomies tranchées. Nous, eux, les bons, les méchants, les vainqueurs, les vaincus. On enlève également, peut-être surtout, aux acteurs toute possibilité créative. Ceux-ci ne deviennent que les rouages conscients ou inconscients d'un système qui existe pour eux ou contre eux, avant eux et en dépit d'eux. Je prendrai juste un exemple pour illustrer mon propos, condamnant l'usage abusif des modèles et l'emploi immodéré des concepts méta-historiques, appelons-les comme ça, qui déclinent le passé avant de le décrire. Ainsi, on ne peut contester que les Britanniques, après avoir conquis la Nouvelle-France en 1759, ont imposé à la société conquise un système colonial qui devait profiter, et qui profitait effectivement à leurs intérêts. On pourrait dire que commence à ce moment-là l'histoire de la domination et de l'oppression nationale des Québécois, qui à l'époque, vous le savez, s'appelaient Canadiens. Mais pour toutes sortes de raisons, dont certaines tenaient aussi à la résistance des Canadiens et à leur velléité de participer au système mis en place par les Britanniques, ces derniers, les Britanniques, ont dû jeter du lest et assouplir leur régime colonial, rendant ainsi possible l'émergence d'une société à la forme particulière. À noter que les Britanniques n'ont jamais agi par générosité, altruisme ou volonté de compromis. Ils ont procédé comme ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont agi ainsi parce que, pour des raisons tenant à l'histoire plutôt qu'à leur philosophie, la violence et la répression systématique n'ont jamais constitué le mode premier ou choisi par les groupes en présence au sein de la société pour résoudre leurs conflits ou litiges. En fait, la société canadienne, au temps du régime britannique, comme par la suite, ne s'est jamais conformée à quelques modèles théoriques, mais a toujours évolué dans les sentiers empiriques qu'elle se créait à travers les rapports de force de ses propres groupes constitutifs. Évidemment, pour rétablir la primauté d'une interprétation en termes de domination coloniale et d'oppression nationale, on pourrait dire des Britanniques qu'ils étaient particulièrement futés et qu'ils régnaient par pions interposés et mécanismes subtils, ce qu'on appelle l'indirect rule. On pourrait dire aussi que les conquis, nous, étaient victimes non seulement d'une domination, mais qu'ils souffraient également d'aliénation, ce qui les menait à participer, malgré eux, au système de leur propre exploitation. Je pense que ces thèses, dont le pouvoir de conviction se trouve dans leur tendance à la simplification, se fondent sur des visions et des visées politiques plus qu'elles ne s'enracinent dans les terreaux du passé, là où tout n'est jamais si clair, si pur, si tranché et si conforme à la raison méta-interprétative. Maintenant, dans un récit du passé qui soit porteur d'avenir, comment intègre-t-on les non-francophones?
Faut-il les considérer au même titre que les francophones qui, soit dit en passant, n'ont jamais formé une classe ethnique communiant à la même Eucharistie patriotique? On l'oublie. Mais il faut insister là-dessus. Faut-il donner aux non-francophones une place qui rencontre des objectifs d'intégration sociale au présent? Très à la mode, ça. Ou plutôt, leur donner une place qui est conforme à leur rôle effectif dans le passé? Mon point de vue est assez simple ici. La place qui peut être accordée aux non-francophones dans le grand récit collectif doit être conforme à la place qu'ils ont occupée dans le passé, ni plus ni moins. Le récit du passé ne peut prendre la forme d'un exercice de rectitude politique où chacun reçoit selon ses besoins ou ses réclamations. Une autre question qu'il nous faut aborder dans le cadre d'une histoire d'avenir du Québec, c'est celle du rapport des Québécois au Canada, et plus généralement à ce que j'aime bien appeler la canadianité. En fait, il n'est peut-être pas obligatoire de traiter de cette question, car elle se règle d'elle-même lorsqu'on sort du paradigme nationaliste, pour rendre compte de l'expérience historique québécoise. Une précision ici. Sortir du paradigme nationaliste, cela ne veut pas dire se faire antinationaliste, position qu'on peut adopter comme citoyen, mais certainement pas comme historien. Sortir du paradigme nationaliste, c'est tout simplement se donner les moyens d'entrer dans un autre univers de pensée, dans une autre perspective que j'aime bien, moi personnellement, appeler post-nationaliste, mais on pourrait dire aussi non-nationaliste, tout simplement. Dans la perspective post-nationaliste ou non-nationaliste, l'intention nationale qui a traversé le temps des Québécois n'est absolument pas niée. Pas plus que les tensions entre Québec et Ottawa, ou celles entre le Canada anglais et le Québec. Le fait qu'une partie de la population québécoise soit souverainiste et que parmi les souverainistes on compte une bonne proportion d'indépendantistes ne pose pas davantage de problèmes. Très rapidement, la perspective post-nationaliste ou non-nationaliste prend acte du fait que l'intention nationale des Québécois est une réalité ambiguë, plurivoque et variable, plutôt que claire, univoque et catégorique. Par ailleurs, jusqu'à maintenant, tout au moins, moi je ne me prononce pas sur l'avenir, les Québécois n'ont jamais vraiment voulu se séparer des grands ensembles, que ce soit la France à l'époque de la Nouvelle-France, que ce soit l'Empire britannique par la suite, que ce soit le Canada depuis 1867. Ils ont toujours désiré être intégrés à ces grands ensembles sans pour autant y être assimilés. Dans le cas du Canada spécifiquement, la volonté des Québécois, y compris à l'heure actuelle, est bien davantage de réintégrer une place centrale dans l'économie politique et l'espace symbolique du Canada comme autre et même pays que de s'en extraire par l'indépendance. C'est d'ailleurs pourquoi, de mon point de vue, l'indépendance n'a pas encore été faite. Je vais conclure. Sur quelle base construire une histoire du Québec qui ne trahisse pas le passé, qui n'omette rien d'essentiel, qui ne pêche pas par le présentisme, maladie de notre époque apparemment, et qui permette en même temps d'ouvrir l'avenir tout en facilitant le vivre ensemble de tous? Grosse question, gros programme. D'abord un principe. Il n'y a pas de leçon à tirer du passé, qui, malheureusement ou heureusement, ne se répète pas. Par ailleurs, le passé influence jusqu'à un certain point les contemporains. Ceux-ci, les contemporains, nous, ont toujours la liberté de faire dans l'avenir autre chose que ce que le passé a fait d'eux, a fait de nous au présent. Grande liberté dont on dispose. Cela dit, il est dans l'expérience historique québécoise un certain nombre de constantes. Moi, je ne parle pas de valeurs, de constantes qui pourraient être au cœur d'une histoire d'avenir pour le Québec. La première constante est celle de la non-violence. Évidemment, je ne parle pas ici de l'absence de conflit. Le passé du Québec est plein de discordes, de rivalités, de batailles. Les camouflés reviendraient à travestir ce qui fut. Je ne dis pas non plus qu'il n'y ait jamais eu d'acte de violence dans l'histoire québécoise. Au contraire, plusieurs exemples en font état. Sauf exception des rébellions de 37-38, les déchaînements ont cependant consisté en des furies circonscrites et des démesures ponctuelles plutôt qu'en des mouvements organisés ou des effervescences chroniques. De manière générale,
les antagonismes naissants dans la société québécoise ont été réglés dans le cadre de processus politiques dont les conséquences, plus ou moins satisfaisantes ou décevantes pour les uns ou pour les autres, ne faisaient pas toujours des mêmes groupes les gagnants ou les perdants, non plus que des vainqueurs, des champions entièrement satisfaits et des vaincus, des défaits complètement abattus. Première constante, celle de la non-violence. Deuxième constante de l'expérience historique québécoise, primauté du politique comme lieu de résolution ou de condensation, un terme très technique, très universitaire, des rapports contradictoires entre les divers intérêts formant la société. Par primauté du politique, je n'entends pas ici simplement ce qui s'oppose à l'idée de violence. J'envisage plutôt le terme dans un sens positif et assumé, comme synonyme de mesure, de modération, de réserve. De nouveau, malgré les conflits, et sans nier la part de cynisme, voire d'arbitraire politique qui a ponctué son parcours dans le temps, il est possible de voir l'histoire du Québec comme celle d'une société où la temporisation et la circonspection, qui sont des propriétés du politique, l'ont généralement emporté sur l'excitation ou la précipitation, qui sont des caractéristiques du démagogique. Je me souviens à cet égard d'une très agréable promenade que j'avais eue avec Louis Balthazar, qui est dans la salle ce soir. Louis, vous vous en souviendrez, sur les bords de la rivière Cannes, à Cambridge, au Massachusetts, où on avait largement discuté et longuement discuté de ces questions-là. Donc, première constante, non-violence. Deuxième constante, primauté du politique. Troisième constante de l'expérience historique québécoise qui porte à réfléchir pour l'avenir, c'est celle de la recherche d'arrangements politiques ou institutionnels complexes ou inusités entre les tendances opposées au sein de la société, et ce, au détriment des options unilatérales, des solutions univoques ou des paradis artificiels. Le Québec est une société où le radicalisme et l'idéalisme n'ont jamais entraîné la masse des gens. Pour des raisons qui appartiennent à l'histoire et qui ne relèvent pas du complexe du colonisé ou de l'aliénation nationale, et je pense que c'est tout à notre honneur, la population a toujours accordé ses ardeurs et réservé ses faveurs à l'empirisme opérationnel, au pragmatisme libéral, au progressisme conservateur et au réformisme tranquille. Belle série d'oxymores. C'est dans l'optique de ces grandes matrices politico-sociales que les Québécois ont également, avec le temps, construit leur système de valeurs. Le Québec est une société souple et flexible, qui se reproduit à l'intérieur d'un cadre où le démesuré, y compris l'interdiction et l'obligation, sont désavoués, et où le tempéré, y compris la concession et la permission, sont appréciés. Telle est notre culture politique nationale. On sera ou non consterné par cet humanisme. Il impose son évidence à toute tentative de saisir et de comprendre la condition québécoise dans le temps. Je vous remercie.